Procès Kabila, y a-t-il des preuves suffisantes pour prouver la nationalité étrangère de l'ancien président de la République? Mesdames et messieurs, c'est le thème, le premier thème de l'édition, mais ça n'empêchera pas qu'on aille vers l'ensemble de la procédure, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait jusque-là, en rapport avec ce procès. Deuxième sujet, procès Moutamba. Est-ce qu'il y avait erreur administrative ou bien une infraction pénale? Deuxième thématique, on vient d'apprendre à l'instant que le verdict a été reporté par le tribunal pour des raisons qui n'ont pas été annoncées. La date sera annoncée dans quelques jours. Merci de faire confiance, mesdames et messieurs, à Congo Buzz TV. Bienvenue dans Grande Tribune. Eh bien, voici quelques éléments d'information que nous avons recueillis en rapport avec le procès de l'ancien président Joseph Kabila. Premièrement, sur question de sa nationalité étrangère supposée pour l'instant. Voici les éléments évoqués par les avocats de la République ou les avocats de la partie civile. Premièrement, ils remettent en cause la filiation de l'ancien président Kabila. Ils disent que celui-ci ne serait pas le fils biologique de Laurent Désiré Kabila, ni de sa mère officielle, Sifa Mahania. On est même allé jusqu'à créer sa mère, a affirmé l'un des avocats de la République. Ils ont en outre soutenu que la filiation a été créée de toutes pièces pour lui conférer la nationalité congolaise. Deuxièmement, c'est une identité supposée différente. Selon les avocats, Joseph Kabila serait en réalité un sujet rwandais portant le nom de Hippolyte Kanambe. Après la mort de Laurent Désiré Kabila et son accession au pouvoir, on lui aurait donné le prénom chrétien de Joseph associé au nom de Kabila, tandis que le poste nom Kabangé aurait été attribué par le professeur Ngoyi Moukena, ce qui lui aurait permis de prêter serment en 2006 sous le nom de Joseph Kabila Kabangé. Implication juridique. Ils ont expliqué que cette question d'identité et de nationalité est cruciale. Juridiquement, l'infraction de trahison ne peut être prescrite qu'à un Congolais. Si Kabila n'était pas congolais, mais étranger, les avocats demandent que l'infraction soit qualifiée en espionnage, considéré comme acte commis par un étranger contre la République démocratique du Congo. Voici, on va se limiter là pour ce premier sujet, première thématique. Bienvenue à nouveau dans Grande Tribune. 4 invités avec moi sur ce plateau. Je vais le présenter par ordre d'arrivée. Maître Silver Kyunga, qui également, aujourd'hui c'est un plateau 100%, on va dire, juriste ou avocat. Bienvenue à Maître Silver Kyunga, qui est avocat également. Bonjour Maître Kyunga et merci d'être avec nous. Oui, bonjour mon cher Dan. Je salue mes co-débatteurs ainsi que tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Merci bien, Maître Silver Kyunga. Maître Godefroy Ilunga, bonjour et bienvenue également dans Grande Tribune. Bonjour, cher Dan, et merci de l'invitation. Je salue également mes co-débatteurs qui sont là ainsi que le public qui va nous suivre. Vous êtes également avocat, on va dire au barreau de Kinshasa Matete, tout comme Maître bienvenue également Maître Eric Bamanaï, il est avocat aussi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Bonjour et merci également de nous faire confiance, Maître Bamanaï. Bonjour Dan, merci pour cette invitation sur le plateau. Je vais saisir l'occasion pour saluer le collaborateur avec qui nous accompagnons et je crois fermement que nous aurons un débat citoyen, un débat pédagogique, un débat qui va apporter tant soit peu la lumière à la population congolaise et à tous les téléspectateurs. Merci bien, Maître Eric Bamanaï. Je vais commencer avec votre côté gauche pour la première prise de parole. Je commencerai avec vous. 4 invités justement, je vais les saluer, je sais, je ne l'ai pas oublié. Maître Samuel Nkonko, il est avocat au barreau de Lubumbashi. Bonjour et merci. Bonjour très cher Dan, surpris comme tout le monde que je fasse l'objet d'un oubli. Je crois que cet oubli n'a pas été volontaire. Alors je te salue très cher Dan, merci pour l'invitation que tu m'as accordée pour prendre part à cet échange citoyen. Je salue à la même occasion tous les confrères avec qui nous allons tantôt échanger. Je crois que ça sera un débat de qualité, vu la hauteur et les niveaux de co-débatteurs que nous aurons tantôt. Et j'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de pouvoir me suivre.
Merci bien, Maître Samuel Coco. Je ne vous ai pas oublié du tout. D'accord. Alors, je commence avec qui? Avec eux? Bon. Avec vous? Bon. Non, commence. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je commence avec, comme il insiste trop, je vous passe la parole, Maître Godefroid Ilunga. Première question, rapidement. Dites-nous, selon vous, ce que vous avez vécu déjà, ce que vous avez perçu, ce qui a été présenté par les avocats de la République, est-ce qu'il y a des preuves suffisantes qui peuvent conduire à conclure que Kabila n'est pas d'origine congolaise, n'est pas de nationalité congolaise? En tout cas, je m'excuse, je ne pense pas devoir aborder la question sous l'angle de ce qui a été présenté par les avocats. Ils sont libres de présenter des moyens qui seront, je crois, appréciés par la juridiction qui en est saisie. Mais la question, quand même, se pose, elle se pose depuis un certain temps. Elle ne se pose pas seulement aujourd'hui, ni non plus à l'occasion seulement de ce procès. La nationalité de l'ancien président de la République, je crois notre 4e président, a posé des problèmes depuis très très longtemps. Et certains, depuis son accession et même un peu après. Je me souviens d'un documentaire qui avait été réalisé par Bob Bouvier, n'est-ce pas, qui commençait par des termes « mentez, mentez, il en restera quelque chose ». Bob Bouvier avait parlé de Kanambe qui serait présenté par, qui avait été présenté en ce temps-là comme étant son père. C'est à partir de Bob Bouvier que moi personnellement j'ai suivi cela. Il avait présenté même la photo. J'ai dit que c'est pour la première fois Bob Bouvier qui m'a montré l'image de celui qui est présenté comme étant le père de Joseph Kabila. Bob Bouvier, dans ces documentaires-là, j'en avais qui étaient sur mon ancien ordinateur, mais malheureusement, le disque dur a été bousillé, mais je crois que je peux retrouver ça par quelqu'un d'autre. Bob Bouvier est allé jusqu'à analyser la signature de Kabila, Joseph Kabila, qui signait HK. Bob Bouvier, c'est lui le premier à me révéler personnellement que Joseph Kabila ne signait pas Joseph Kabila, mais il signait Hippolyte Kanambe. Voyez-vous? Oui, oui. C'est Bob Bouvier qui m'a montré cela. Et, bien sûr, que les avocats aient évoqué ça, je crois qu'ils tiennent cela en partie de lui. Parce que c'est tout un documentaire qu'il avait réalisé. Il a montré un peu les incohérences dans ce qui était présenté comme étant sa bibliographie officielle en ce temps-là. Voyez-vous, bon, aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre par voie des réseaux sociaux, parfois des nouvelles telles que Maman Sifa serait né en 1961, alors que lui est né en 1971. Tiens, quand j'ai vu, un commentaire m'est venu tout de suite en tête, on me dit, mais finalement, c'est un autre Mobutu qui arrive ou bien c'est quoi? Avec une maman née en 1921, je crois, ou 22, et qui a mis au monde un enfant en 1930. Donc, c'est un peu, bon, parfois la malchance que nous avons dans notre pays de trouver toujours des histoires pareilles. Mais le doute a été renforcé par les déclarations du feu professeur Ngoï Mukena, qui dit, parce que le nom, mes estimés confrères qui sont avec nous sur ce plateau, conviendront avec nous que l'enfant porte le nom qui lui est donné à sa naissance, pas à ses parents. Mais ici, le nom de Kabila Kabange, on va nous dire que Kabange, c'est une invention, non pas des parents de Joseph Kabila, mais plutôt de Ngoï Mukena, à qui une mission, c'est lui qui nous dit, avait été confiée. Et c'est lui, Ngoï Mukena, qui dit, qui lui a attribué ça. Et
pourquoi cette mission, d'après Ngoï Moukena, c'est qu'on lui avait donné la mission, n'est-ce pas, d'élaguer ce doute-là. Parce que les gens ne croyaient pas que c'était un Congolais, qu'il était réellement un fils à Laurent Désiré Kabila. D'où la mission donnée à Ngoï Moukena. Malheureusement, Ngoï Moukena n'a pas fait longtemps, que quelques jours seulement après ça, on apprend que Ngoï Moukena n'existait plus. Il était parti dans l'autre monde. Le doute est resté. Mais le doute a été également renforcé lorsque Nyarugabo parle. Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo. Il dit, mais quand Kabila était content, par moment, il se mettait quand même à me parler de certains secrets de la famille. Il m'a dit, mais j'ai des enfants d'un ami qui était décédé et moi j'avais reçu ses enfants, j'avais adopté pas sur le plan juridique, mais il a adopté sur le plan un peu sociologique, comme ça s'est fait. Il avait reçu ces enfants-là. Et Nyarugabo, qui est un avocat, de dire, mais est-ce que les enfants dont il me parlait, est-ce que Joseph Kabila était de leur nombre au mieux? Donc, voyez-vous, c'est un peu un doute. C'est un mystère. C'est un mystère qui reste. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que cette question pouvait être ou méritait d'être soulevée juridiquement à l'occasion d'un procès pénal? Est-ce que le juge pénal est compétent pour statuer sur la question de la nationalité? C'est vrai que c'est une question, je dirais, qui est un peu délicate, qui est délicate, je suis déjà en train d'atterrir, délicate dans la mesure où, lorsqu'on parle de la trahison ne se conçoit que dans le chef d'un Congolais. Donc, c'est-à-dire que la qualité de l'auteur de l'infraction est un élément constitutif de l'infraction, ou c'est une condition préalable pour qu'on puisse parler de la trahison. Donc, le juge pénal doit quand même réellement se prononcer sur cette question-là. Mais en droit, nous parlons de certaines questions qui sont dites préjudicielles. Merci. Lorsque le juge pénal doit résoudre une question préalablement à la question principale qui lui est posée, la question principale qui lui est posée, c'est celle de l'établissement de l'infraction. Si cette question qu'il doit résoudre n'est pas de sa compétence, relève du juge civil, nous parlons de la question préjudicielle. Merci. À ce moment, le juge pénal sursoit à statuer et attend que les juges compétents sur la question puissent, n'est-ce pas, se prononcer. Merci bien, voilà un peu, c'est ce mystère mystère-là qui demeure. Merci beaucoup. Le mystère demeure sur la nationalité de Joseph Kabila. Vous avez donc vous présenté quelques éléments qui renforcent ce doute-là. Je donne la parole à Maître Godefroid Ilunga qui va donner aussi son avis. Est-ce que ce qui a été présenté par les avocats de la partie civile, repris par Maître Godefroid Ilunga, suffit-il pour reconnaître la nationalité de Joseph Kabila ou même de douter de sa nationalité congolaise? Merci. Je pense que c'est une très bonne question et une grande question. Et je pense que nous allons rester essentiellement juristes. Essentiellement juristes. Et je suis content que je suis en face de 3 confrères, avocats. Alors, sur cette question-là, nous avons suivi le développement de la partie civile République démocratique du Congo. Est-ce que dans un procès pénal, procès dans lequel la partie civile vient pour se joindre à l'action du ministère public, est-ce que la partie civile a ce droit-là d'ajouter
des infractions ou de modifier les qualifications qui sont faites par le ministère public. Parce que c'est ce à quoi on a assisté. Le ministère public, dans les cas sous examen, c'est l'auditeur militaire. C'est lui l'organe de poursuite. Cet auditeur militaire, organe de poursuite, a identifié le prévenu. Et nous avons tous suivi comment est-ce que la greffière du siège a décliné l'identité du prévenu Joseph Kabila Kabange. Tout le monde a suivi. Est-ce qu'il revient à la partie civile qui, elle, vient pour ses intérêts civils de venir contester l'identité telle que présentée par l'organe de poursuite? Moi, je n'ai jamais vu ça. Et je n'ai jamais non plus vu qu'une partie civile qui se joint à l'action du ministère public vienne modifier les infractions ou ajouter des infractions, c'est le son gré. Donc, ce que nous avons vu là, c'est un spectacle. Pour moi, c'est un spectacle indigeste et qui met à mal notre profession. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours devant les cours et tribunaux. Ce n'est pas parce que, cette fois-là, le prévenu, c'est Joseph Kabila Kabange, qu'on va changer les règles de procédure. Non. Donc, la procédure, on ne la fait pas au gré des gens ou à la tête du client, comme on dit. Donc, pour moi, Joseph Kabila Kabange, pour avoir été président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans, pour avoir présenté son certificat de nationalité délivré par les autorités compétentes de ce pays, pour avoir été enrôlé régulièrement par notre centrale électorale. Cette centrale électorale, non seulement a accepté sa candidature en tant que Congolais, c'est une des conditions reprises par la loi électorale. Cette candidature a été avalisée par la Cour constitutionnelle et lorsqu'il a été proclamé élu, la Cour constitutionnelle a validé cette élection. Je ne peux pas comprendre que moi, juriste, tel que je suis là, qu'on vienne me convaincre que toutes ces institutions se sont trompées, toutes ces institutions étaient animées par des gens qui étaient en train de rêver, et que ce n'est qu'en 2025 qu'on constate que monsieur qui avait été proclamé n'était pas congolais, il était un espion rwandais. Donc, moi je reste dans la loi. Lorsqu'on produit un certificat d'enregistrement, un certificat de nationalité, on est présumé congolais. Maintenant, si quelqu'un vient avec des preuves contraires, il n'a qu'à les démontrer devant les institutions judiciaires. Pas comme ce que j'ai entendu là, on raconte une litanie, une histoire que nous avons entendue des milliers de fois. Non. Ce que nous avons entendu, c'est bon pour l'homme de la rue. Mais pas pour un juriste, pas pour un avocat, venir raconter une histoire montée de toutes pièces. Son père s'appelle Kazembere, sa mère c'est Marceline, on ne connaît même pas les noms authentiques de sa mère, on raconte des histoires. Non. Il faut produire des preuves. Les preuves, c'est quoi? Mais ils ont démontré quoi? La partie civile RDC a démontré quoi? Elle n'a rien démontré. Elle n'a rien démontré. Et si nous rentrons, comme mon confrère venait de le dire ici, qu'il y a des doutes, il y a des doutes. Mais les juristes disent quoi? Il y a un principe sacro-saint en droit. In dubio pro reo. Puisque vous avez des doutes, ces doutes-là vont profiter à qui? À la République ou au prévenu? Non, nous devons être juristes totalement. Et non être des juristes à moitié. S'il y a doute, le doute profite à qui? In dubio pro reo. Tout juriste connaît. Le doute profite au prévenu. Donc, vous vous doutez de sa nationalité?
Mais c'est à celui qui allègue d'éprouver. Actori incumbit probation. Qu'est-ce que la République a prouvé? Ngoï Moukena était où? Vous avez vu Ngoï Moukena comparaître là-bas? Comme maintenant, j'entends que quelqu'un a raconté sur une télé là qu'on m'avait dit. C'est ça la preuve? Non. Soyons sérieux. Vous savez, hein? Non, ça c'est des aventures. C'est des aventures. C'est des aventures. La loi... Non, 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 non. Ce ne sont pas des témoignages. Si quelqu'un veut contester la paternité d'une personne, le code de la famille l'a prévu. Article 610. Nous allons les lire. Parce que nous aimons bien qu'on nous raconte des histoires là, comme on le faisait dans les temps sous les manguiers, le soir au village. On allume le feu, et puis le grand-père est en train de vous raconter des histoires et tout le monde est content. Des histoires, on est à qui toquent. Lisons la loi. Article 610. L'action en contestation de paternité peut être intentée par 1. Celui auquel la loi attribue la paternité de l'enfant. Donc, ici, au point 1, qui pouvait contester cette paternité? C'est Nzé Laurent Désiré Kabila. Et ce n'est pas la République, ce n'est pas tout ce que vous citez là. 2. L'enfant majeur. Oui, lui-même. Il peut contester la paternité. Continuez. 3. La mère de l'enfant. Ici, j'entends ici, on commence même à donner l'âge à Maman Sifa. Ce pays est malade. Maman Sifa est vivante, elle n'a jamais fait une déclaration, mais vous avez tout le monde ici qui parle de Maman Sifa. Maintenant, on lui donne même l'âge, elle est née en 61 et tout ça là. N'oubliez pas. Mais vous n'êtes pas Maman Sifa. Maman Sifa n'est pas morte. À la CENI. Voilà. CENI. On parle de la CENI. Et puis, vous avez la mère de l'enfant, donc Maman Sifa qui n'a jamais fait une action en contestation de paternité. Oui. Et puis, les co-héritiers de l'enfant ou ceux qui l'excluent d'une succession. Voilà. Lorsque celui... Vous avez déjà entendu une action initiée par ces deux garçons-là? Ou bien ils passent leur temps à raconter des histoires dans des télés? Ce n'est pas à la télévision qu'on règle des problèmes de droit. C'est devant la justice. Donc, lorsque les gens... Moi, ce qui me fait mal, c'est que nous qui sommes universitaires, juristes, avocats, avec toutes ces années que nous traînons derrière nous, nous adhérons à des racontars de l'homme de la rue. C'est ça qui me fait mal. Moi, je pense que nous, en tant qu'avocats, nous devons nous distinguer. Nous devons nous distinguer parce que nous sommes à la lumière. Donc, si ces enfants-là que vous citez là contestent la nationalité ou la paternité d'un Nzé, c'est la justice qui doit le faire. Ce n'est pas aller raconter dans des plateaux de télévision depuis plusieurs années. Qu'ils aient en justice et Kabila viendra. Comme ça, la justice va les départager. C'est ça le droit. Ce n'est pas quelqu'un a raconté, nous avons suivi telle interview, tel a dit. Ce n'est pas ça le droit. Le droit, c'est dans les écrits. D'accord. Maître Bamanaï, votre lecture sur cette question? J'ai suivi avec beaucoup d'attention les deux interventions de nos prédécesseurs ici, des éminents juristes, se rapportant à la question de la nationalité de l'ancien président de la République, pardon, comment on appelle ça, Joseph Kabila. C'est vrai que le ministère public, ici entendu l'auditeur général, qui avait été saisi du dossier, il n'avait pas été saisi pour les questions de la nationalité de l'ancien président Joseph Kabila. Mais il s'est saisi de ces dossiers parce que tout simplement, l'ancien président de la République, aujourd'hui, d'après le ministère public, fait partie des mouvements insurrectionnels, entre autres, le M23. C'est pour cela que le ministère public a instruit le dossier jusqu'à le fixer devant la haute cour militaire. Mais il s'est fait que lorsque la partie civile s'est présentée, a voulu évoquer, parler de la nationalité, contrairement à ce que notre aîné vient de faire ici, puisqu'il nous a lu l'article 6 du Code de la famille où on nous parle de la paternité.
Tandis que les avocats de la partie civile, quand ils sont allés devant les juges de la haute cour, ils n'ont pas évoqué la question de la paternité, mais beaucoup plus la question de la nationalité. Alors, lié. bon, je m'excuse. Non, j'aimerais que nous puissions rester dans ce que les avocats de la partie civile ont évoqué. Vous savez, le confrère a eu pas mal à étaler beaucoup des éléments pour démontrer que celui qui nous avait dirigé pendant 18 ans n'était pas réellement ce qu'il était en train de nous faire voir ici. Je ne veux plus revenir sur ce qu'il a dit, mais je vais peut-être compléter. On vous parle de Maman Sifa, on nous dit que Maman Sifa serait sa maman. Je ne suis pas une femme, tous nous sommes sortis, nous sommes passés par une création utérine. Donc nous avons été dans le ventre de nos mamans, nous avons suivi le cursus normal. Pour ceux qui sont sortis Machombe, ils ont fait peut-être 6 mois, mais pour ceux qui ont suivi le cursus normal, c'est 9 mois au moins. Mais une chose, ou la plus grande question que moi je me pose aujourd'hui, c'est de savoir, lorsqu'on nous dit que Maman Sifa serait la maman de Joseph Kabila, une femme qui porte des jumeaux dans son ventre, mais qui le même jour va donner naissance à un enfant à Ewabora, l'autre à Manono. Comment ça peut s'expliquer? Puisque les enfants étant dans le ventre de leur maman, ils vivent dans ce qu'on appelle une poche de os. Je ne sais pas les termes, on appelle liquide amniotique ou quoi là, je ne sais pas. Lorsque cette poche-là se déchire, l'enfant ne peut plus traîner dans le ventre. Voyez un enfant qui voit le jour à Ewabora et l'autre à Manono, cette distance-là, à l'époque, je ne sais pas par quel mécanisme cela a pu avoir lieu. Un mensonge monté de toutes pièces. Donc c'est vraiment attesté que les deux sont nés, sont jumeaux. Mais on nous dit que Joseph Kabila et Jeannette Kabila sont des jumeaux. Et généralement, on parle des faux jumeaux quand il s'agit d'un garçon et une fille. Bien que c'est là, mais ce sont des jumeaux, donc ils ont vu le jour, le même jour. Pour preuve, lorsqu'on fête l'anniversaire de Kabila ici, c'est pour ça qu'il le fête au moins. Donc le 4 juin, il fête à la fois l'anniversaire de Joseph Kabila et l'anniversaire de Jeannette Kabila. Mais la plus grande question, vous savez, il n'y a jamais eu de crime parfait partout. Lorsqu'on cherche toujours à mentir, on ment, on croit avoir bien menti, mais on finit toujours par oublier quelque chose et qui permet aux gens de vous faire voir que voilà, tout ce que vous avez dit, votre vérité s'arrête ici et les mensonges commencent là. Je suis un ancien de la CENI, moi, j'ai travaillé à la CENI. Lorsqu'on donne les lieux de naissance de l'un et l'autre, l'un est né à Manono, l'autre à Ewabora. La CENI n'est pas loin, elle est ici, vous pouvez aller consulter les archives. J'ai travaillé à la CENI de 2011 à 2013. Et j'ai été dans tout. Donc, j'étais partout sur le terrain pour installer les bureaux de vote, organiser et donner même des formations. J'ai travaillé dans le BRTC, Bureau de réception de traitement des candidatures. Alors, vous m'avez fait peur de même le fil d'idée. Comme si on a parlé ici de Ngoï Mokena. Lorsque Ngoï Mokena nous a balancé cette vérité-là, il n'était même pas chassé, ni de sa famille politique, encore moins au gouvernement. Quelques temps après, il fut encore nommé ministre de la Défense. Et personne de la famille, j'ai dit, politique et biologique de Joseph Kabila, jusqu'au jour où nous parlons ici, personne ne s'est jamais levé ne s'est jamais mis debout pour contredire cette déclaration de Ngoï Mokena. Quand vous suivez certains Européens qui nous font voir qu'ils sont allés chercher ce jeune homme parce qu'il est d'origine rwandaise, ils se sont dit, nous allons les manipuler. Là, ce n'est même pas des Congolais. Merci bien. Hein? Ce ne sont même pas des Congolais. Donc, mon cher, la question de la nationalité de Joseph Kabila, nous devons comprendre que là-dessus, notre ancien président n'a pas été honnête.
Vous voyez, aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger, il est américain, mais d'origine autrichienne. Il a été gouverneur, je crois, de Californie ou de Texas. Mais lorsqu'il a voulu aller, disons, poser sa candidature à la présidence, on lui a dit non, tu n'es pas un Américain d'origine, non, tu ne peux pas le faire. Merci bien. Merci beaucoup. Éric Bamanaï, votre avis à ce sujet? Merci beaucoup, très chère dame. Je commence d'abord par saluer les interventions pertinentes de nos estimés confrères. Je vais essayer, c'est pas facile de prendre la parole en dernier, ils ont presque tout ramassé, mais je vais essayer de poser quelques mots. Vous savez, très chère dame, la question de nationalité, même lorsqu'elle est relevée sur nos plateaux, à un moment donné, ça énerve. Et ça énerve pourquoi? Parce que cette question est relevée contre qui? Contre un ancien chef de l'État. Une personne qui a assumé les fonctions les plus importantes du pays pendant plus d'une décennie ou pendant près de 2 décennies. À un moment donné, nous avons un peu une certaine révolte en nous. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que les débats propagandistes sont en train de quitter les trottoirs des états-majors et atteignent même les niveaux institutionnels. Et ça devient énervant. On se pose la question de savoir où va ce pays. Moi et vous, ou bien avec l'ensemble de tous ceux-là qui nous suivent, nous avons suivi le procès. La contestation qui a été faite sur la nationalité du sénateur à vue de l'ancien président de la République. Ça reposait sur quelle preuve? Pour une première, nous avons assisté à un procès où les parties qui allèguent les faits ne les fondent sur aucun élément de preuve. Et plus important ici, il faut souligner que les avocats qui ont occupé pour l'intérêt de la République ne sont pas n'importe quels avocats, ce sont des chevronnés, des gens très connus dans l'exercice de notre profession. Mais lorsque nous les voyons en train de prester au vu et au su de tout le monde, tout en ignorant même les simples règles déontologiques et d'éthique. Nous avons vu des avocats en train de porter des allégations à valeur d'attestation. Lorsqu'un avocat est en train de dire par exemple que telle personne n'est pas congolais, il est rwandais. Mais l'avocat doit apporter ses preuves. Mais lorsque l'avocat ne le fait pas. Mais le fameux document, c'est comme ça que nous sommes en train de dire que cette propagande qui atteint les milieux institutionnels commence à nous inquiéter. C'est vrai qu'on peut tenir des discours dans nos trottoirs ou dans les états-majors politiques, mais gardons quand même serein, gardons carrément pur et propre notre vie institutionnelle. On ne peut pas ramener ces débats propagandistes au niveau des institutions, c'est très honteux et ça fait très mal. Pourquoi? Parce que voyez la difficulté dans laquelle se sont retrouvés et le ministère public et la partie civile. Aucune des parties n'a été en mesure de pouvoir brandir ne serait-ce qu'un simple moyen, un simple commencement de preuve. Aucune. On a assisté tout simplement à des allégations. Ils ont avancé ici, Madame Janet Serené et Kabila Serené, tous les deux. J'ai beaucoup de respect pour le confrère maître Éric, pour ne le citer, et les allégations qu'il venait de développer. Comme les allégations qui sont développées lors du procès, ce ne sont que des allégations qui n'emportent aucune preuve jusque-là. S'il se peut qu'il y ait des informations dans ce sens, qu'on les mette sur la place publique. Lorsque j'ai entendu le confrère parler de la question de la nationalité et de la paternité, voulant dire que lors du procès, on n'a pas évoqué les questions liées à la paternité, mais les questions liées à la nationalité. Mais j'aimerais bien rappeler à l'intention du confrère que la nationalité est un concept ou bien une fiction juridique, mais qui repose sur des faits sociaux. On est congolais, ou bien on a une nationalité par 2 moyens. Soit par le ius solis, le droit du sol, soit par le ius sanguinis, qui est le droit du sang. Et plus particulièrement chez nous, cette nationalité-là, elle est liée d'abord à ses ascendants, ça peut être le père ou la mère. Et lorsque l'on a parlé des personnes qui pouvaient contester, voilà pourquoi on a parlé du père. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'acquisition de nationalité sans faire allusion à ces 2 aspects, à ces 2 moyens par lesquels on les acquiert. Soit par le sang, soit par le ius solis, qui est le droit du sol, par lequel on peut retrouver une personne dans un lieu précis, et le lieu dans lequel il se retrouve peut emporter aussi sur sa nationalité. Alors, je suis vraiment au regret de voir que des déclarations propagandistes se retrouvent au niveau institutionnel. Ça, c'est un gros regret. Un autre élément. Vous savez que
lorsque l'on parle d'usurpation, j'ai entendu certains en train de parler d'usurpation, qu'il aurait usurpé, il aurait utilisé de fausses qualités. Au travers de cette usurpation-là, il a pu exercer de hautes fonctions. Mais il est aussi important de pouvoir dire aussi à l'attention de l'opinion nationale qu'internationale, cette usurpation, ils l'ont découverte quand? Ils l'ont découverte quand, cette usurpation? Et on constatera, moi et vous, qu'apparemment, cette usurpation, il y a des personnes qui en ont été bénéficiaires. Est-ce que c'est le peuple ou la classe politique? Si c'est la classe politique qui a été bénéficiaire de cette usurpation, ça veut dire qu'ils sont des complices. Exact. Ça veut dire qu'ils sont des complices. Ça veut dire qu'ils étaient au courant de cette usurpation d'identité, de qualité de la personne citée. Mais ils l'ont gardé, ils en ont tiré les profits. Et au moment où cela n'est leur plus profitable, ils ont amené ça sur la place. Ça veut dire qu'ils sont des complices. Et la complicité en droit pénal est un mode de participation criminelle. Ils doivent dire aux gens quand est-ce qu'ils ont appris qu'il avait usurpé cette qualité. Parce que ces discours de propagande, ces discours des états-majors politiques datent de plus de 20 ans. Et qui en ont été bénéficiaires? Moi et vous, nous sommes toujours là où nous sommes. Mais aujourd'hui, vous verrez qu'il y a certaines personnes, dans la classe politique plus particulièrement, qui broyaient du noir, mais aujourd'hui qui vous roulent en carrosse et qui vous prennent des jets privés plus facilement. Mais qui ont été bénéficiaires de cette usurpation? Très cher confrère Godefroy, vous parlez de Joseph Kabila aujourd'hui et de son poste, non? Dites-moi, le premier président du Congo qui était Kassavo, vous connaissez son poste, non? Non, le nom. Non, moi je vous pose la question. C'est ce que Ngoï Mouken avait dit. Mais pour revenir à ce que Ngoï Mouken avait dit, Ngoï Mouken a dit ceci. Il a dit qu'il avait ajouté l'élément Kabangé à son identité. Mais le fait de le dire, le fait de le est-ce que le fait de le dire, c'est ce que moi j'avais dit également. Pour chuter, je vais chuter par là. Confrère Godefroy, je crois que quand vous avez parlé, personne ne vous a embêté. Là que nous prenons la parole, vous aviez déjà fini, non? Pour rechuter, je disais ceci, l'élément qui a été ajouté à son nom, Kabangé, il a été clair, il a expliqué pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il fallait les faire accepter dans une communauté. C'est tout ce que moi j'avais dit. Il y a un élément nouveau qui avait été peut-être ajouté à son nom, comme il avait dit. Est-ce que cela fait de lui une personne étrangère? Est-ce que cela fait de lui une personne étrangère? Non. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ce sont des discours propagandistes que nous ne pouvons pas ramener au niveau institutionnel car c'est très dangereux. On peut continuer. Voilà. Deuxième tour de table, hein, je crois qu'on aura chacun, on va faire juste un 3 tours de table parce que il y a aussi la question de Constant Moutamba et c'est aussi une question qui suscite débat. Alors, rapidement, Maître Godefroy, en quelques mots, parce que nous devons aborder rapidement la question de Constant Moutamba. En quelques mots, ce qu'on dit aux collaborateurs en face, il suffit qu'il parle pour remettre en question ce débat sur la nationalité de Je pensais qu'ils allaient dire que
ce qu'on avait fait n'était pas scientifique, mais apparemment, ils ne l'ont pas démontré. Ils n'ont pas démontré en quoi ce n'est pas scientifique. Mon estimé confrère Maître Kyunga dit qu'il faut saisir le tribunal. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas réfléchir sur un fait social. N'est-ce pas? Ce que mon confrère Maître Eric a dit ici, ce sont des faits sociaux. Et moi j'en ai parlé en termes de doute. J'ai dit ce sont des éléments quand même qui amènent le doute sur une question. N'oublions pas, comme mon estimé confrère Maître Samuel Konko dit, Kabila ce n'est pas n'importe qui. Dit, on est en train de remettre en cause la nationalité de qui? De quelqu'un qui a été président de la République. Alors, on pense que c'est une question qui scientifiquement n'a aucun intérêt. Je ne pense pas. Scientifiquement, c'est une question qui a un intérêt. N'est-ce pas? Lorsque on trouve des éléments qui ne sont pas cohérents dans l'identité de quelqu'un, je crois qu'en tant que juriste, on ne peut pas dire que on est empêché de réfléchir là-dessus. Je ne pense pas. Et quand il dit le doute profite à l'accusé, devant quel juge? Devant qui? Parce que moi j'ai dit que c'est une question qui ne devrait pas normalement se poser devant les juges pénals. Parce que même si c'est une question qui se pose, n'est-ce pas, dans la qualification de fait, les juges pénals n'ont pas la compétence de statuer sur la nationalité. Et ça, j'ai été clair en le disant. Et lorsqu'on va statuer sur la nationalité, là, ça ne sera pas le principe que le doute profite au prévenu. Parce que là, il ne sera pas prévenu devant une instance qui ne sera pas pénale. Je crois que ça, c'est tout à fait clair. La modification de la qualification, je crois, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, parce que je sais que l'autorité est saisie de faits. L'autorité est saisie de faits et non de qualifications. Hein, l'autorité judiciaire est saisie de faits et non de qualifications. Et lorsqu'il est saisi, il lui appartient de restituer à ces faits-là la qualification qui lui paraît, n'est-ce pas, s'accorder le plus avec les faits dont il est saisi. Et vous allez dire que la partie civile n'a aucun pouvoir dans ce travail de qualification. Là, j'ai dit non. La partie civile tenait à l'obligation de prouver l'établissement des faits et de leur qualification pénale, n'est-ce pas, pour mener à la condamnation, parce que c'est de cette condamnation-là que dépendront les réparations qui lui seront accordées. Non, je crois que nous allons aborder cette question-là. Permettez-moi juste de le relancer en une seconde. Il faudra aussi rappeler aux gens que l'action civile est liée à l'accusation. On se joint à l'accusation. Bien sûr. Sortir de l'accusation, c'est tout simplement aller faire fausse route. Excusez-moi, cher confrère, que l'action civile se joint à je vous ai compris. Quand on parle de la qualification de faits, ce ne sont pas de nouveaux faits. N'est-ce pas? Ça, vous n'allez pas me contredire. Ce sont les mêmes faits, mais on estime que la qualification qui leur a été accordée n'est pas adéquate. Il faut leur accorder telle qualification en droit. Et ça, vous n'allez pas dire que la partie civile ne peut pas. On peut requalifier les faits ou les disqualifier. Ça, c'est tout à fait simple, n'est-ce pas? C'est connu. Excusez-moi, cher confrère. Et j'aimerais aussi dire à votre intention que ce n'est pas parce qu'on a exercé les fonctions de président de la République que ça importe qu'on ne peut plus revenir sur la question de la nationalité. Encore moins lorsque la Cour constitutionnelle a pu valider cette élection. Parce que la Cour constitutionnelle n'a jamais été saisie de la question de la nationalité. N'est-ce pas? Lorsque on a obtenu une nationalité par fraude, elle n'est pas définitive. Il y a un principe que vous connaissez bien. Fraus omnia corrupit. Mais il faut prouver la fraude. Maintenant, j'ai dit, il se pose la question de la preuve. Comme il a dit,
quand je lui disais continuez à lire, parce que je connaissais la disposition de l'article 610, il y a aussi les cohéritiers de l'intéressé qui ont le droit. Mais mon estimé confrère, lui, quand il prend la parole, il dit non, non, ce sont des aventures. Ce sont des aventures comment? Qui êtes-vous pour vous immixer dans les affaires de la famille d'autrui? Eux, ils sont en train... Oui, Ibrahim a saisi le parquet. Je crois que c'est une procédure qui est en cours. Espérons qu'elle va aboutir à quelque chose. Mais vous, en tant qu'avocat, vous n'avez pas le droit de dire déjà que ce sont des aventures. Donc, vous voulez dire que l'action qu'il a initiée au parquet, c'est des aventures. Mais vous le dites en quelle qualité? Vous le dites, vous, en quelle qualité? Donc, excusez-moi, je crois que on espère qu'on dit également que on a rabaissé les institutions. Dans les débats des rues, de la rue, est arrivé. Il a raison. Vous savez, que dans ce pays, James Kabarebe a été dans notre armée. Aujourd'hui, il est où? C'était une alliance, il faut souligner de manière historique, il faut souligner. C'était une alliance, il y avait une alliance que l'on appelait l'Alliance de force de libération. C'était l'alliance, il faut souligner. Et quand on les a ramenés, quand on les a, excusez-moi, de manière historique, il s'agissait d'une alliance. Excusez-moi, excusez-moi. Oui. Il ne s'agissait pas d'une alliance, parce que quelle est cette alliance qui avait dit que les Rwandais pouvaient être, n'est-ce pas, occupés des fonctions dans notre armée? Je ne sais pas si vous avez lu cette alliance-là. C'est parce que lorsque Kabila lui-même est venu ici, il n'a pas été correct. Il nous a dit, ce ne sont pas des Rwandais. N'est-ce pas? Ça, c'est sorti de sa bouche. Il a dit que ce n'était pas des Rwandais. Merci beaucoup. Kunda, au-delà de l'alliance, lorsque nous a dit, finalement, ce sont des étrangers, rentrez chez vous. Ils rentrent, ils arrivent à Goma, ils commencent une rébellion. Merci. Et beaucoup se sont retrouvés dans notre armée. Excusez-moi, je termine. Est-ce que vous voulez dire maintenant que l'infiltration, c'est une question qui est tout à fait banale, qui n'a jamais existé dans notre pays, qui scientifiquement ne peut pas être prise en compte? Très bien. Vous voulez dire ça? Alors, Maître Kyunga, vous avez également la parole. Au regard de ce qui a été dit, rédit, argumenté, réargumenté, est-ce que vous restez toujours... ferme dans vos... Non, moi jusqu'à preuve du contraire, personne ne m'a brandi une preuve que Kabila est étranger. Mais il y a quand même des doutes, hein, comme l'a dit... Les gens racontent des histoires, ils racontent leur vie, mais je n'ai jamais vu de preuves. Moi je suis juriste, je ne suis pas un fanatique. Moi quand vous ne me montrez pas la preuve, je ne crois pas. La signature, alors, le témoignage... Oh, ça c'est des histoires pour amuser la galerie. Depuis quand quelqu'un écrit son nom dans la signature? J'avais dit, on verra qui est... Ces gens qui ont soulevé ces moyens-là, ils ont fait la graphologie. Ça c'est la politique. Ils ont fait la graphologie. Ce n'est pas la science. Ça, non, je parle de science. Parce que ceux qui détectent, ce sont des graphologues. Ils ont fait la graphologie. Les avocats se sont transformés en experts. Moi j'ai fait la graphologie. Et ils ont fait ça. Non. C'est bien de raconter des choses. Vous savez, lorsque... Émettez des réserves. Non. Moi, j'ai émis des réserves. Jusque-là. Il y a... Ça, c'est... l'attitude. Moi, quand je vous montre ma signature, là, vous pouvez me montrer où se trouve mon nom dans cette signature-là. Depuis quand on a dit que quand quelqu'un signe, il met son nom? Depuis quand? Hein? Donc, vous voyez que quand on est à court d'arguments, on va chercher des histoires inutiles là, qui ne peuvent même pas convaincre l'auditeur militaire. Donc, moi, je pense que le demain n'est pas là. Mais je viens un peu aux conséquences de ce que nous sommes en train de dire ici. Moi, j'ai honte pour mon pays. J'ai vraiment honte. Les gens, le confrère vient de dire des choses très importantes ici. Les gens prennent cette affaire à la légère. Parce qu'on n'aime pas Kabila, parce qu'on veut qu'on l'arrête, parce qu'on veut faire main basse sur ce bien, et on monte des histoires au nom du pays. Mais est-ce que nous nous posons la question que la République démocratique du Congo est en train de dire haut et fort que notre pays, que moi j'aime beaucoup, a été géré par un espion rwandais pendant 18 ans? Est-ce que vous comprenez ça? 18 ans, la RDC a été gérée par un espion rwandais. Et on s'en félicite, on s'en vante. Où étaient nos services d'intelligence? Est-ce que vous comprenez ça?
Parce que tout ça, ça a des répercussions. C'est vrai, on rigole, mais ça a des répercussions. Donc, nous, Congolais, nous affirmons haut et fort, à la face du monde entier, que pour une première, un pays indépendant a été géré par un espion rwandais. Il évoque le fait qu'on a eu Kabarebe à la tête de l'armée pendant un certain moment. Et que le même service Comment les gens d'intelligence font de était la là. confusion ici? Ça, c'est de la confusion. Il y avait une alliance entre le Rwandais et les rebelles congolais. Ils sont venus dans ce cadre-là. Il était patron de cette armée ici. Il y a eu un moment où on a mis fin à cette alliance. C'est connu de tout le monde. Pourquoi vous voulez revenir à ça? Mais ici, nous sommes allés à Sun City. Nous avons fait tout ce que nous avons fait. On s'est entendu, on est rentré, on a une constitution. Et puis, on a un espion qui gère ce pays pendant 18 ans. Et les Congolais sont fiers de raconter à la face du monde entier, nous avons été gérés par un espion. Mais moi, j'ai honte. Parce que si nous étions un pays normal, on devait même taire ce problème. Il ne faut pas en parler. C'est de la honte. Pourquoi? La conséquence, il y a des conséquences juridiques? Mais il y a des conséquences juridiques. Telles que? Mais attendez. Les actes signés par quelqu'un qui a une fausse identité ont quelle valeur? Que vous alliez en droit administratif même plus au-delà. Ce sont des actes nuls. De même la constitution qui a été promulguée par... Non, là il y a un débat parce que moi je consultais Non, attendez que je vous parle, parce qu'ici on n'est pas fanatique. Ici nous parlons science. En droit comparé, comme en droit congolais, par exemple pour ce qui concerne de lois, lorsque les lois ont été soumises à une procédure, par exemple, les lois qui sont passées par le Parlement, oui, des lois qui ont été votées par le Parlement et puis promulguées par les chefs de l'État, oui, la nullité n'est pas automatique. Parce que ces lois-là ont suivi une procédure précise il y a aussi qui conforte, n'est-ce pas, la force de cette loi-là. Donc à ce moment-là, il y a des problèmes. Mais quant à ce qui concerne les décisions administratives, notamment par exemple les ordonnances signées pour nommer des généraux de la police ou de l'armée ou des autorités administratives, les fonctionnaires de l'État et tout ça. Mais ces décisions-là deviennent nulles en droit administratif. Il y a une nullité, il y a inexistence. Donc même ceux qui ont été nommés, ceux qui ont été bénéficiaires de ces ordonnances. Mais ils sont censés n'avoir été nommés. Ils sont censés n'avoir jamais été nommés. C'est ça la conséquence en droit. Est-ce que ce pays veut prendre ces risques-là? Vous comprenez? Depuis 2001, combien d'autorités ont été nommées par Joseph Kabila, par ordonnance? Parce que l'ordonnance, là, ce n'est pas une loi. Principe de continuité de l'État. Principe de continuité de l'État, peut-être. Mais continuité de l'État, comment? Signé par un faussaire. Il n'y a pas de continuité. Signé par un faussaire. Vraiment. Alors vous allez vous targuer d'un grade signé par un faussaire. Vous comprenez? Ça, nul. En droit administratif, c'est ça la conséquence, c'est la nullité. Lorsque quelqu'un signe sans qualité ou avec une fausse identité, c'est la nullité. C'est l'inexistence. Merci bien. Mais quant à ce qui concerne les lois qui ont suivi la procédure, n'est-ce pas, au niveau parlementaire et qui ont été soumises, n'est-ce pas, à la promulgation par les chefs de l'État, son identité n'influe pas parce que là, il y a des problèmes constitutionnels. L'identité n'influe pas. Pourquoi? Parce que ces lois-là sont renforcées par la procédure suivie, n'est-ce pas? Vote au Parlement et soumission à la signature. Donc là, il y a réserve. Mais quant à ce qui concerne les actes administratifs, les nominations des gens, tout ça... même au niveau international, tout ce qu'il a signé au niveau international aussi... ce qui n'est pas soumis à une procédure précise, ça tombe. Ça tombe. Alors, est-ce que nous voulons prendre ce risque? Ce risque-là. Mais moi, au-delà de tout ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est cet orgueil que nous avons toujours eu Congolais. Donc là, nous sommes en train d'encenser les Rwandais sans le savoir. Comment ça? Donc, mais oui, nous sommes en train de dire à la face du monde que nous sommes colonisés par le Rwanda depuis longtemps. Et moi, je me suis toujours insurgé contre ces discours, même des autorités politiques. Pour tout, Rwanda, 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 Rwanda. Oui. Donc nous, là, nous sommes incapables de faire face au Rwanda. Il y a des rapports. Maintenant, nous révélons encore que le Rwanda nous a donné un chef d'État pendant 18 ans.
Donc nous sommes un petit pays, une petite puissance qu'on contrôle par le petit Rwanda. Mais et moi je vais être fier de ça. Aller clamer ça sur le toit. Que j'ai eu un espion rwandais à la tête du pays. Nous devrions avoir honte de dire des choses pareilles. Merci C'est beaucoup. une honte. Merci beaucoup, maître Silver Kyunga. Par rapport à cela, maître Bamanaï, votre avis par rapport à ça, sous question, hein, les conséquences juridiques sur les actes posés par Joseph Kabila sous son mandat, au cas où il serait reconnu, au cas où il était, s'il devenait être reconnu comme étant espion rwandais, les conséquences juridiques. Merci beaucoup Dan. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions de mes éminents co-débatteurs. Les confrères, je ne retiens pas encore le nom, celui... Kyunga. Maître Kyunga. Oui, lorsqu'il parle de la mission dévolue ou bien confiée à Emengo Imukena, quelqu'un écrit ici... Maître Samuel Konko. Oui, Maître Samuel Konko. Il parle de la mission de Mukena, était de sensibiliser les Katangais sur les surnoms Kabange, qui signifie deuxième né des jumeaux. Est-ce que vous trouvez ça normal, une telle mission? Puisque là, il s'agissait d'abord des jumeaux. Donc, Mukena ne pouvait pas sensibiliser pour l'autre jumelle, il devrait seulement sensibiliser pour l'un des jumeaux. Pourquoi? Oui. C'est la question que l'on se pose. L'appellation Kabange, c'est comme chez moi, chez les Luba, les jumeaux, on l'appelle, les nés, c'est Mbouyi, les cadets, on l'appelle Kankou. Tandis que dans les Katanga, les nés, je crois que c'est Kyungu, et les petits, c'est Kabange. Est-ce qu'on a besoin d'aller rappeler au Katangais que non, voilà. Kabila, son père d'abord. Hein? Son père avait voilà. omis ça. Vous connaissez, je m'excuse, les confrères doivent être des Katanga, j'ose croire. Mais nous parlons des faits sociologiques. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui aimait la coutume, qui était attaché à des valeurs de sa coutume. Est-ce que de son vivant, une seule fois, vous avez entendu son entourage l'appeler Papa Mapassa? Je ne sais pas, Papa Mapassa, donc au Katanga on l'appelle comment? Je ne sais pas. Puisque pour l'encenser, pour lui montrer qu'on t'aime beaucoup, il avait beaucoup de surnoms qu'on lui donnait par ses collaborateurs. Mais ils ont sorti une vidéo. Nulle part, une seule fois, on l'a appelé Tata Mapassa. On a sorti une vidéo par les membres du FCC. Il parle de son fils. Où il parle d'avoir nommé son fils comme dans l'armée, comme force de commandant d'une zone de défense, et qui a mené des attaques dans la province je pense de Kisangé, de Chopo et oriental, comme ça à l'époque, où on lui pose la question... Pendant que l'AFDEL était en train d'avancer, Kabila avait pris l'axe Kakobola ou Makobola, quelque chose. Là où il a tué comme pas possible. Et vous savez le nom qu'on l'avait donné là-bas? Commandant Hippo. Tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que venait de dire mon aîné ici, qu'on n'est pas appelé, on n'est pas obligé de mettre son nom en bas de sa signature. Mais ici, ce n'était pas le nom, c'était des initiales. HK. Qu'est-ce que cela veut dire? Découvert par Maître Bond. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai déjà vu ce document. Moi, j'ai parlé de Boisbouvier. J'ai déjà vu ce document-là. Lui, il parle de Boisbouvier, qui est un journaliste, un éminent journaliste français. Donc, alors, je m'excuse, vous savez, hein? Je m'excuse. Ça peut pas être Kabila. Et H. H maintenant. Non, parlez de bon, maintenant H. Bon, alors. vous êtes parlez d'abord du Kala. Ok, il n'y a pas de problème. Vous avez posé la question. Ne me déviez pas. Vous allez me faire perdre mes fils d'idées. Je vous aide seulement à continuer. Cette question de la nationalité, même de la filiation de Kabila, comme fils du feu Mouzé Laurent Désiré Kabila, a fait débat même auprès de sœurs de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je vous cite ici une certaine Kibawa. Mon frère qui est là connaît qui est Kibawa. Pour le feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qui était même en train d'interdire aux autres non, ce sont des histoires qui doivent se parler en famille. Ne vous permettez pas d'aller le dire à la place publique. Mais je pense que vous avez dit
vous avez réagi ici en disant que ce que nous sommes en train de faire ici au Congo aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'apologie des Rwandais, oui. Si vous ne savez pas identifier les mal et diagnostiquer dessus, les dénoncer. Maître Bamay, en un mot, les conséquences juridiques. Non, je suis encore dans mon timing. Laissez-moi parler. Puisque je suis en train d'abord de ramasser ce qu'ils ont dit. Vous êtes presque à la fin, en fait, ça avance un peu vite. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Hein? Moi, je n'ai pas abordé la question des Vous conséquences. m'avez même fait perdre les fils d'idée. Vous avez parlé de Kibawa. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, la question de la nationalité de Joseph Kabila, bien que le juge de la partie civile sont allés donc la soulever devant un juge qui n'était pas concerné, mais c'est une question très importante. Et vous venez ici parler de la question du Rwanda, ça fait honte que nous puissions parler du Rwanda. Effectivement, le Rwanda est entré chez nous depuis 1997. Et le Rwanda, la première des choses qu'il a fait, il a d'abord réussi à maîtriser tous nos services. Et vous croyez que... Je m'excuse, non, laissez-moi parler. On avait un faible qui a dirigé les pays pendant 18 ans. Lui, et ce faible n'était pas le moindre. Lui, le confrère est oui, fort. Ce faible n'était pas le moindre, puisque ces faibles aujourd'hui, on est en train... Je m'excuse. Ces faibles-là, on est aujourd'hui en train de l'accuser d'avoir une nationalité rwandaise. Comment voulez-vous que pendant que nos services de sécurité étaient contrôlés par le Rwanda, vous voulez que le Rwanda vienne dénoncer, puisque Kabila que vous avez vu pour nous, il a joué le rôle qu'a joué celui qu'on appelait le gouverneur général à l'époque coloniale. Il y avait le roi Léopold II en Belgique et il y avait le gouverneur général ici. Par le Rwanda. Et nous ici, dites ça comme vous voulez, c'est avec honte, c'est avec amertume dans mon cœur que je l'ai dit, mais vous et moi, nous sommes restés passifs devant cette évidence-là. Nous avons laissé ces choses se passer. Il y avait un Léopold II au Rwanda qui est Kagame et un gouverneur général ici au Congo à Kinshasa qui exécutait mot à mot tous les ordres donnés par Kagame. Donc, à notre honte, maintenant, il est question de crever l'abcès et de pouvoir faire émerger la vérité, puisque cette vérité est longtemps restée. Mais je n'encourage pas la démarche telle que ça s'est passé devant le ministère public, devant la haute cour, puisque le ministère public, même lors de son réquisitoire, est resté droit dans ce botte. Je n'ai pas vu quelque part, sauf si je n'ai pas fait attention, là où il a prêté attention à ce que disaient les avocats de la partie civile. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Maître Samuel Konko, pour finir rapidement, est-ce que, en termes de conséquences, vous êtes du même avis que Maître Kyunga ou bien... Bien entendu, je partage l'avis de Maître Kyunga par rapport aux conséquences. Je partage totalement son avis, je me rallie totalement à ce qu'il a dit. Mais j'aimerais bien rebondir par rapport à ce qui venait d'être dit tantôt. Vous savez, nous devons faire très attention de pouvoir danser sur les fibres identitaires. Il faut faire très attention. Nous sommes un pays à très forte pesanteur communautaire. Nous devons faire très attention de nous amuser sur ces fibres-là identitaires. Ce sont des fibres qui sont très dangereuses. Et peut-être c'est parce que nous sommes à Kinshasa, il y a des régions comme au Katanga, on ne joue pas avec ces genres d'éléments. Nous devons faire très attention quand on est responsable politique. Si on est, je crois que vous avez déjà... Nous les disons, c'est par rapport à l'expérience d'avoir vécu dans cette région-là. Ici à Kinshasa, c'est un milieu cosmopolite. Hein, on ne sent pas ce genre de pesanteurs. Mais aller à l'intérieur de ce pays, vous allez sentir, ça veut dire quoi? Voilà pourquoi je suis en train de dire, faisons très attention avec ces questions identitaires. Faisons très, très, très attention. Vous savez une chose, c'est que... Ça risque de peser sur la cohésion nationale? Mais naturellement. Au Katanga, il ne se pose pas. Naturellement, pourquoi? C'est une question qui ne se pose pas au Katanga. Écoutez, d'après le confrère. Au milieu de Katanga, cette question-là ne se pose pas. J'ai pas envie d'en faire allusion ici. Je voulais juste dire une chose. Il y a des communautés qui ont été décimées là-bas. Écoutez, voilà pourquoi j'ai dit faisons attention mais bien sûr. de ne pas jouer sur cette fibre-là. Elle est très dangereuse. C'est un problème quand il s'agit de... Elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que vous avez certaines personnes qui se reconnaissent comme étant des leaders de leur communauté. Il faut faire très attention sur des questions-là. Lorsque l'on parle de la question de l'identité du sénateur Avieux, notre ancien président de la République, on dit que voilà, allez, comment est-ce qu'on justifie les noms d'Hippolyte ou bien les noms... Vous savez, j'aime pas souvent me prêter à ce genre d'exercice, mais je me sens peut-être obligé de le faire. Pourquoi? Question de pouvoir un peu clarifier l'opinion par rapport à ce qui se disait bien avant. Nous avons vu, moi et vous ici, un documentaire qui disait clairement
qui a eu à faire passer les personnes qui ont connu Kabila de sa naissance jusqu'à son âge adulte. Et les personnes qui l'ont vu naître et grandir ne nient pas ces noms-là de Hippolyte. Et on essaye de le justifier, on le dit clairement que, étant donné que c'était des enfants qui grandissaient en clandestinité, ils n'ont pas grandi comme moi et vous en ville, nous avons fait le collège, nous avons fait l'université, ce sont des gens qui n'ont pas grandi comme moi et vous. Son père, c'était quelqu'un qui a fait la rébellion presque toute sa vie. Et pour protéger peut-être ses enfants avaient une autre identité. Et c'est connu. Pourquoi? Parce que même Mouzé lui-même, pendant sa rébellion, il avait une autre identité. Donc, le nom d'Hippolyte, il l'a déjà porté une fois dans sa vie. Écoutez, nous partons du fait qu'il y a des gens qui l'ont clairement dit dans un documentaire qui date de plus de 15 ans. Ils l'ont dit dans un documentaire qui date de plus de 15 ans que, voilà, pour des raisons de sécurité, Mouzé devait cacher son identité et devait cacher son identité. On l'appelait Raoul. Enfants, voilà. Et ses enfants aussi évoluaient en clandestinité en dehors du pays. Certains ne portaient pas le nom de Mouzé Kabila parce que lui-même Kabila aussi, à un moment donné, il avait un autre nom. Je me souviens même que son ami Hérode Abdoulaye Mombassi le disait, que lui aussi il avait un autre nom. Ils avaient plusieurs passeports pendant qu'ils étaient en rébellion. C'est pour dire quoi? Ce sont des histoires que moi et vous connaissons bien. Nous sommes suffisamment avisés pour ça. Ne manipulons pas l'opinion à des fins politiques. Nous savons bien, moi et vous, que Kabila n'a pas évolué dans des circonstances comme nous. Il n'a pas été dans des milieux urbains comme nous. Il a évolué dans une circonstance qui était propre à lui. Et le destin a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Mais pour l'intérêt ne serait-ce que du pays, pour le fait qu'il constitue aujourd'hui un patrimoine commun, nous allons aller pour des fins politiques, aller saper l'histoire de tout un pays comme ça, au point juste pour satisfaire certains égos. Non, moi je crois que c'est très dangereux. Voilà pourquoi je voulais en appeler à tous ceux-là qui tiennent ces genres de propos de faire très attention. On ne joue pas avec la fibre identitaire, elle peut créer une fracture et nous n'en avons pas besoin pour le moment. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une cohésion nationale. Nous savons que nous avons eu un ancien président qui a fait près des 2 décennies au pouvoir. Et tout ceci, j'aimerais souligner une chose. Si nous en arrivons là, pourquoi? C'est parce qu'on a carrément nié l'existence de certaines lois de notre pays. Il y a une loi importante dont on n'a pas fait allusion ici, c'est la loi portant les statuts des anciens chefs des présidents. Dans l'instruction du dossier du sénateur à vie, on a carrément fait fi à cette loi. Et voilà où nous en sommes. Il y a une ouverture carrément des irrégularités et une ouverture de certaines choses qui ne font vraiment pas la fierté de notre environnement judiciaire. Si seulement nous avions respecté cette loi-là qui dit ceci dans ses axes majeurs. Cette loi-là dit ceci, que la dévolution de pouvoir en République démocratique du Congo ne se fera que par des urnes. Que tout celui qui accède au pouvoir devra l'être juste pour un mandat de 5 ans et par un suffrage universel. Et pour conclure, elle interdit toute conservation de pouvoir et toute conquête de pouvoir par la force. Et elle interdit aussi toute forme de non pas de poursuite, toute forme de renversement d'un régime constitutionnel. Et si vous essayez de vous renseigner par rapport à notre histoire, d'où est partie cette crise? La cause de cette crise, c'est quoi? C'est tout simplement la fracture qu'il y a eu entre le FCCH il y a quelques années. Les indices qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel et ça a ouvert lieu à quoi? Ça a ouvert lieu à tout ce que nous regrettons aujourd'hui. Alors, faisons très attention. Nous avons besoin d'une cohésion nationale et pour ce faire, nous avons besoin aussi de respecter les personnes qui ont constitué l'histoire politique de notre pays. Merci beaucoup, Maître Samuel Nkonko. Rapidement, on va prendre la deuxième thématique pour clore. Mais il a ouvert une brèche. Un tour de table. Non, vous êtes libre de pouvoir rebondir. Pourquoi ne pas rester sur la thématique de Kabila? Parce que bon, c'est là, ça prendra... Non, vous allez justement réagir, même en deux, trois mots, vous allez en parler. Vous voulez commencer par ce qui vous semble juste, mais vous le direz, hein, sur le procès Moutamba, il y a 2 tendances, procès erreur administrative ou infraction pénalement condamnable. Mais quel est votre avis à ce sujet? Bon, d'abord, je crois que nous sommes restés pratiquement sur notre soif parce qu'il y a une question que nous avions évoquée en aparté avec mes estimés confrères, ou bien avant que nous puissions être ici, c'est celle de la régularité de poursuites qui ont été initiées contre Joseph Kabila. La question même de la nationalité et tout ça, c'est une question pour moi qui, comme je l'avais déjà dit, ce sont quand même des faits sociaux qui sont là, mais ce ne serait pas scientifiquement correct qu'on ne puisse pas les évoquer.
qu'on ne puisse pas en parler. Ouais. Alors, le droit n'est pas, on ne peut pas dire que le droit ne s'intéresse pas à des faits comme ceux-là. Ce sont des faits, bon, je suis juriste, on peut me consulter sur ces faits-là. Je crois que j'ai toujours un avis à émettre. Émettre un avis, ce n'est pas un péché. Mais quand même, avant d'aborder la question de Moutamba, j'aimerais dire que j'ai souvent entendu mes estimés confrères. J'ai sursauté lorsque mon estimé confrère Maître Konko dit que, d'ailleurs, dans tout ça, c'est parce qu'on n'a pas respecté la loi portant protection des anciens, au statut des anciens présidents de la République. J'attendais qu'il puisse dire où est-ce qu'on n'a pas respecté cette loi-là. Mais malheureusement, lorsqu'il parle de... Dans l'application de l'article 8, je vous relance directement l'article 8. Ok, ça c'est bien. C'est par le Congrès. Ça c'est très bien. Par rapport au statut pénal d'un ancien chef d'État. Oui, bien sûr. Cet article 8, il y a d'abord 3 articles. Il y a l'article 7, l'article 8, mais l'article 9. Ceux qui parlent de l'article 8, souvent, ils n'évoquent pas l'article 9 de la loi, qui pourtant est aussi tout à fait clair. Et je vois mon estimé confrère Maître Kyunga, qui a cette loi entre ses mains. Oui. Kabila est poursuivi de quel fait? Parce que je ne veux pas aborder. D'abord, l'article 8 a 2 alinéas. Le premier alinéa parle des infractions commises en dehors des fonctions. Infractions commises en dehors des fonctions. Je crois que ancien président, ce n'est pas une fonction. À moins que le langage n'ait pas de sens. On ne peut pas dire il a commis une infraction en dehors de ses fonctions d'ancien président de la République. Ancien président de la République, c'est un titre, mais ce n'est pas il n'y a pas une fonction ancien président de la République. Là, il s'agit des infractions qu'il avait commises lorsqu'il était président de la République. Il commet des infractions en dehors de ces fonctions-là, mais pendant qu'il a la qualité de président de la République. Pour ces infractions, la loi a voulu le protéger. Elle a dit qu'il faut que ce soit le Congrès. Il ne s'agit pas du cas actuel. Les faits qui lui sont reprochés sont commis après ses fonctions. S'il vous plaît. Il n'a plus la qualité de président de la République. C'est après les fonctions. Ce n'est pas en dehors des fonctions. Mais il y a le deuxième alinéa. Il ne peut pas être poursuivi pour tout nouveau fait. Ça, il faut faire une bonne lecture de la loi. C'est-à-dire que s'il commet un nouveau fait, on ne le poursuit pas. Ça, je dirais déjà que c'est inconstitutionnel parce que la Constitution aborde, n'est-ce pas Est-ce que c'est quel article, quelle disposition? L'article 8. L'article 8. Ils l'ont. C'est dit comme ça? Ils l'ont, oui. C'est dit comme ça, je le connais par cœur. Mais lisez maintenant la question qui se pose pour terminer. Joseph Kabila est poursuivi de quel fait? Crime de guerre. Crime contre la paix. Donc la paix et la sécurité, contre crime de guerre, crime contre l'humanité, les deux là. Quel est le sort de celui qui est poursuivi pour ces faits? Vous avez l'article 9. Voyez si il y a un formalisme que cette loi, parce que beaucoup s'accrochent à cette loi-là. Lisez-nous un peu l'article 9 avant que je continue. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Vous voyez là une histoire du Congrès? Est-ce que vous voyez le Congrès là? Est-ce qu'il s'agit ici? Pourquoi ça? L'intelligence, c'est quoi? Lorsque vous lisez les statuts de Rome, l'article 27 de ces statuts, il est dit qu'il est édicté un principe, le défaut de pertinence de la qualité officielle. La qualité officielle, celle du président de la République, des membres du gouvernement, et ainsi de suite, ne peuvent pas influer sur les poursuites, n'est-ce pas, de l'intéressé. Une minute. Même sur le plan de la procédure, ça c'est l'alinéa 2. Donc, vous comprenez que c'est un problème. La question de Moutamba,
Hein, parce que mon estimé confrère Maître Kyunga, il a toujours parlé, je lui avais dit que j'allais le rencontrer sur cette question-là. J'attends qu'il puisse quand même montrer en quoi il y a eu violation de la loi, la fameuse loi. Ah, et deux, ils m'ont dit qu'il y a violation de la loi. Ouais. J'attends qu'ils puissent démontrer. Quand vous aurez votre temps de parole, pendant que moi je suis en train de terminer. Le dossier Moutamba, j'aimerais dire que nous sommes en train d'attendre le verdict. Oui. Le verdict, mais seulement sur le plan de principe, comme je l'ai dit. J'avais dit l'autre fois, lorsque j'intervenais, que la loi sur les marchés publics n'avait pas des sanctions, on n'avait pas d'infraction, on n'avait pas érigé des faits constitutifs de violation de ces règles en infraction. Je rectifie ici. Je crois que l'expert, nous l'avons suivi. J'avais un peu mal lu, il y a 3 infractions seulement. Mais dans le cadre de cette loi, l'article 77 de cette loi dit que le marché public peut être une occasion, n'est-ce pas, de la commission des infractions. D'accord. Mais le problème, comme j'insiste sur le plan de principe, c'est que ce n'est pas la simple violation des règles, n'est-ce pas, en matière de marché public qui constitue l'infraction de détournement. Merci. Il faut en plus qu'on puisse démontrer qu'il y a eu Maître Kyunga, un acte de détournement qui a eu l'intention de détourner. Beaucoup. Merci beaucoup, Maître Donc Kyunga. Pas seulement une violation de la loi. Oui, parle-nous un peu de cette affaire de... Je veux parler de ça, et mon confrère Godefroy, qui aime toujours m'écouter sur ça, je crois qu'il va en sortir ici régaillardi. Oui. La procédure pour la poursuite de l'ancien président Joseph Kabila Kabange a été biaisée. Ça, tout bon juriste honnête doit le reconnaître. Il y a une confusion qui est faite délibérément entre ce qui est dit dans la Constitution, n'est-ce pas, en rapport avec les poursuites du Premier ministre et du Président de la République en fonction, et ce qui est dit dans cette loi. Oui. Cette loi, on n'a pas besoin d'être à l'université. On dit loi sur le statut des anciens présidents. Anciens présidents. On ne parle pas de président en fonction. Parce que la Constitution n'a pas réglé cette affaire des anciens présidents. Ici, lorsque vous allez, n'est-ce pas, dans la Constitution, on vous dit que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. Mais pas la haute cour militaire. Qu'il interprète d'abord l'article 7. Le problème, c'est quoi? Voici ce que dit cette loi. Il vous a raconté des articles là, 7, 8, 9. Commencez par l'article 7. Comme ça, interprétez les 3. Voici le paragraphe 2. Quel est l'intitulé du paragraphe? Du statut pénal. Du statut pénal. De qui? De l'ancien chef. Qu'est-ce qui est dit? Article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Quelles fonctions? C'est-à-dire, lorsqu'il était président de la République, très bien, tous les actes qu'il a posés pendant ce temps, il ne peut pas être poursuivi pour ces actes. Il est immunisé. Pas pendant pour ce les temps. Actes qu'il a posés pendant comme président de la République. Oui. Dans les fonctions. Oui, dans les fonctions du président. Oui. Article 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ces fonctions. Les poursuites contre tout ancien. On dit bien ici. Quand vous allez dans la Constitution, on parle du président de la République. C'est ce qu'on dit dans la Constitution. À partir de l'article 164, tout ça. Mais ici, on dit le poursuite contre tout ancien. Dans la Constitution, on parle du président de la République et du Premier ministre. Ici, on parle de tout ancien. C'est-à-dire celui qui n'est plus président. En français facile. Mais l'article 7, alors, pourquoi vous l'avez ramené? Oh, calmez-vous. Vous vous agitez, calmez-vous. On dit ceci. Pour tout ancien, on dit,
élus sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers des membres des 2 chambres du palais. Tout ancien Pour président. tout ancien, on appelle ancien celui qui n'est plus président. C'est ça le français facile. Alors maintenant, mon distingué confrère, peut-il me donner une autre disposition qui donne la procédure de mise en accusation d'un ancien président en dehors de ce texte ici? Donnez-moi. Ça n'existe pas. Donnez-moi le texte. Non, calmez-vous. Je vais vous montrer. Je vais lire. Je vais lire. Maintenant, la confusion qu'il fait là, L'article 9. quand il disait- lit l'article 9, Oui. c'est tout simplement une confusion. Parce que ici, à l'article 9, on parle de juridiction. À l'article 8, on parle de la mise en accusation. C'est des choses différentes. Il mélange. Que dit l'article On 9? parle pas des Non, infractions. écoutez l'article 9. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par tout ancien président de la République, élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Donc ici, on parle de la primauté de juridiction nationale par rapport aux juridictions étrangères. La primauté des juridictions. Mais l'article 8 parle de la mise en accusation. Pour Tout quelles juriste connaît infractions? ce qu'on entend par mise en accusation. L'article 8 Quand a on dit parlé ici aussi mise des en infractions. accusation, on a cité un article ici. L'article 8 parle aussi des infractions. Les infractions commises en Parce que dehors des si nous fonctions. allons, si cher nous- confrère. si nous allons vraiment au fond, il a dit quelque Moi, chose. je pensais ici que j'étais pas un bon quelque juriste part, ou honnête, la loi hein. serait, Je pensais que j'étais anticonstitutionnelle. pas honnête. Parce que dans la dernière disposition, qu'est-ce qu'on dit? Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président. Merci Aucun bien. fait nouveau. Merci. Maintenant, si nous réfléchissons, les faits nouveaux là, c'est quoi? C'est des faits qu'il aurait commis après qu'il ait quitté les fonctions. Alors, si nous restons radicaux par rapport à ça, c'est qu'on ne peut même pas poursuivre l'ancien président. Même pas. Vous comprenez? Or, Eh. que dit la loi? Attendez, il y a un principe majeur que je dois citer, que Maître C'est ça, Godefroy a le réfléchi. vrai débat était La celui-ci. la loi spéciale déroge sur la loi générale. Ça, tout juriste connaît ça. Donc, lorsque on est en face d'une loi spéciale, comme la loi sur le statut des anciens présidents, cette loi déroge sur la loi générale. Qui est la On Constitution. doit appliquer la loi spéciale. Elle déroge C'est à ça la le droit, Constitution. c'est connu. C'est un principe sacré, c'est connu de tout le monde. Merci. Mais ici, on fait les choses à l'envers parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Bon, nous qui sommes là pour faire parler la loi, nous disons que ça, c'est la loi spéciale. Merci. Et elle doit être pratiquée et appliquée parce que la loi spéciale déroge à la loi générale. Même à la Constitution. Merci bien, Maître Kyonga C'est un Sylvestre. principe qui vient des Romains, ça n'a pas commencé avec moi ici. Donc, si La vous voulez changer, ça fait très Maître Bamanaï. La loi peut Est-ce déroger à que la vous pouvez me laisser au moins le temps de C'est prendre pas la possible. parole? Allez-y, vous avez 5 minutes Et avant qu'on impression. termine avec Maître Samuel. Merci Non, c'est beaucoup. des fois qu'il s'agit de- Merci beaucoup, Les Dan. blessés. Non, C'est ce seulement- qui fait même la beauté de la science, puisqu'ici, les jeunes étudiants, si vous voulez, les jeunes apprenants, tirent toujours quelque chose de chacun de nous. Mais tout dépendra de comment nous présentons. Et quand vous vous contredisez, ils sont perdus, vous êtes tous avocats. Oui, du choc des idées jaillit la lumière. Cette contradiction-là vaut son pesant d'or parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Mais la science ne puisque- se contredit pas. La science, elle est une, Maître Bamanaï. Euh, Mais allez-y quand même, allez-y. Ok, merci beaucoup. Je suivi avec beaucoup d'attention, puisque ici, au-delà de la question qui nous est posée sur Constant Moutamba, j'aimerais déjà d'emblée donner la réponse que je me rallie à tout ce que venait de dire mon confrère ici, mais seulement en tant qu'avocat, en tant que juriste, en tant que praticien du droit, je n'aimerais pas aujourd'hui commencer à mettre la charrue devant le bœuf. Ça veut dire que l'affaire Moutamba a été prise en délibéré. Attendons le verdict, donc la décision qui sera rendue par la Cour de cassation. Dans son arrêt, qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'elle dira? Va-t-elle prononcer l'acquittement ou La condamnation. Puisque tout ce que nous pouvons faire du haut de ces plateaux ici, ou bien sur ces plateaux ici, n'aboutira à rien. Donc, le débat est déjà clos, l'affaire prise en délibéré. Attendons que le juge se prononce. Mais là-dessus, je voulais revenir sur quelque chose. Je suivi mon confrère ici qui est allé ouvrir une boîte à Pandore
qui a parlé de la violation de la loi portant statut des anciens présidents élus. Nous sommes allés tellement vite en besogne, on a oublié, puisqu'il a parlé de la violation, nous avons oublié que l'ancien président de la République n'a pas que des droits, mais il a aussi des obligations. Et dans ces obligations, il est le premier ou la première personne à violer cette loi. Je vais vous lire ici, je vais vous donner lecture de l'article 4 et l'article 5. L'obligation des réserves. Qui dit ceci. Tout ancien président de la République élu est soumis au devoir incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier les articles 62-67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Aucune soustraction ni exonération au devoir prévu par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l'État congolais et ses institutions ou de son peuple. Mais le nœud du problème, c'est au niveau de l'article 5. L'article 5 dit ceci. Tout ancien président de la République, lui, est soumis à une obligation générale des réserves, des dignités, des patriotismes et de loyauté envers l'État. Deuxième alinéa, si vous voulez bien, deuxième paragraphe. L'obligation des réserves implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler les secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou leurs conséquences, ne peuvent être connues que de seules autorités nationales. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Est-ce que lorsque vous lisez dans le comportement actuel de Joseph Kabila, vous ne voyez pas que tout ce que vient d'énumérer ici l'article 5 de la loi précitée ou la loi que venait d'évoquer tout à l'heure mon confrère, il a parlé de la violation, mais la première personne à violer, à jeter en pâture cette loi qui lui a été bénéfique, mais c'est Joseph Kabila. Donc vous voulez aujourd'hui nous amener ici à comprendre que même si la loi... C'est pour ça que l'État aussi viole. Comme lui a commencé. Ça la réplique. Donc frère, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ça le raisonnement. C'est lui-même qui a commencé à violer la loi. Moi je suis calme. C'est-à-dire que je vous relance. J'ai compris. C'est lui-même qui a commencé à violer la loi. L'État n'a pas violé. On n'avait pas démontré la violation. Et lorsque nous lisons l'article 9 de la même loi, il nous parle, il définit les infractions pour lesquelles l'ancien président doit être poursuivi. On a parlé des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et ainsi de suite. Vous avez parlé de la primauté. Non, non. Ici, c'est la procédure même, puisque cette loi n'a pas prévu les mécanismes pour comment on doit les poursuivre. Non. Et ici, l'article 9, non, je parle de l'article 9, c'est l'article 9. L'article 8 prévoit comment on peut le poursuivre pour les infractions commises en dehors des fonctions. Un certain nombre des infractions, mais quant à l'article 9, Merci beaucoup. Elle jette le regard sur des natures des infractions. C'est des infractions qui résument même de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup. Vous comprenez donc que nous ne venons pas ici pour amener, donc présenter à nos téléspectateurs comme si aujourd'hui l'ancien président de la République ne peut pas être poursuivi, donc il n'a pas de juge national. Vous avez tant que vous l'avez. Merci beaucoup. Maître Samuel Konko, votre avis par rapport à ça. Merci beaucoup Dan. Je vais, pour chuter, je ne vais pas être très long, je crois que de manière claire et simpliste,
il y a un élément qu'il faut ressortir dans cette loi. Je ne sais pas pourquoi on est en train de les escamoter. Je ne vais pas parler des infractions. Lorsqu'un président de la République commet les infractions dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de l'exercice de ses fonctions, je ne vais pas en parler. Mais ici, je vais parler plus particulièrement de l'article 8 et de l'intérêt de l'existence de l'article 8 à son alinéa 2. L'article 8 à son alinéa 2 dit ceci, que aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge d'un ancien président de la République élu. Pourquoi cette disposition a été reprise dans cette loi? Lorsque vous lisez le préambule, ou bien l'esprit de cette loi, que dit cette loi dans son préambule, dans son esprit? Cette loi dit ceci, que l'aspiration que nous avons toujours connue, nous, peuple congolais, de pouvoir vivre une société démocratique, connaît des difficultés. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais connu une alternance au sommet de l'État. Et si nous n'avons jamais connu des alternances au sommet de l'État, c'est pourquoi? Parce que les animateurs craignent des poursuites après leur fonction. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait préserver cette société démocratique qui est née des entrailles de Sun City. Il fallait préserver cette société démocratique. Et pour la préserver, il fallait faire quoi? Il fallait absolument garantir l'alternance au sommet du pouvoir. Et pour l'atteindre, il fallait donner des garanties. Voilà pourquoi il y a une des garanties qui a été mise en place, c'était laquelle? C'est qu'aucun fait nouveau ne pouvait être mis à charge d'un ancien chef de l'État. Pourquoi? C'est une contradiction. Pourquoi? Non, pas du tout. Le législateur, dans son intelligence, écoutez, le législateur, dans son intelligence, avait déjà anticipé ce que nous vivons aujourd'hui. Il le savait qu'un ancien chef de l'État pouvait faire l'objet de poursuites qui pouvaient à des moments être fantaisistes. Une loi taillée sur mesure. Que nous les disions comme nous le voulons, mais tant que ça peut préserver des acquis qui peuvent faire avancer ces pays, le choix est clair. Parce qu'aujourd'hui, il y a une personne qui en est bénéficiaire, mais dans quelques années ici, on aura un deuxième qui en sera bénéficiaire. C'est pour préserver tout simplement les acquis de la démocratie que nous avons et préserver l'alternance au sommet de l'État. Tant que nous n'apportons pas des garanties aux personnes qui ont exercé des fonctions importantes comme celui d'un chef de l'État, il nous sera difficile de vivre la tranquillité dans notre environnement politique. Que les personnes qui interviennent le disent aussi à l'intention de tout le monde. C'est vrai qu'on invoque tout le temps le caractère inconstitutionnel de ces dispositions. D'accord, je vais bien l'entendre, mais le caractère inconstitutionnel d'une disposition ne se décrète pas sur un plateau de télé. Les mécanismes par lesquels il faut le décréter sont connus par tout un chacun d'entre nous. Maître Samuel Konkro, merci beaucoup. Les mots de la fin, mais vous avez tous eu le même temps d'antenne. Le mot de la fin. Si je vous donne le mot de la fin. Le mot de la fin. Vous voyez que le vrai débat vient à la fin. Le vrai débat vient à la fin. On va certainement convoquer notre cadre. Hein, En tout cas, je suis parce que ça, c'est une question. Il faut qu'on C'est une question très importante. Tout ce que nous avons dit, ça ne représente pas 10%. C'est ça la vraie question. De vos préoccupations. On prend rendez-vous mercredi prochain, comme c'est le cas aujourd'hui, pour poursuivre avec le même débat. Peut-être qu'on aura aussi le verdict de Constant Moutamba, ça va encore renforcer la qualité du débat. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été des nôtres. Merci vraiment, merci pour la qualité du débat. Merci à l'équipe qui m'a aidé à présenter cette émission. Je vous dis donc au revoir, retrouvez demain Daniel Kamboua pour Grande Tribune. Moi, je vous retrouve vendredi. Apportez-vous bien.